Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, on reçoit Farnell Morissette pour une deuxième fois. Salut, Farnell. Salut, j'espère que ça va bien. Super bien. Donc, c'est ça, on reçoit Farnell encore une fois. Vous le savez, en fait, c'est vous qui l'avez demandé, hein, chers auditeurs. Je lis vos commentaires, puis Farnell, très apprécié. Farnell, c'est apporté à ton crédit. Merci. Merci, je l'apprécie beaucoup, je le prends bien. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi en même temps. Comme tu le sais, on est des fans de Farnell Morissette aux Engagés publics, fait qu'on apprécie. Là, t'es retourné, t'es de retour à Londres? Oui, je suis à Londres maintenant, je suis dans mon petit appartement dans le Central London, aux études. Puis hey, on a un petit décalage, mais on va essayer de poursuivre comme ça, puis on verra si ça nous cause un problème. Puis là, ben, tu t'en as encore pour combien de temps, Farnell? J'étais curieux. J'en ai encore pour quelques mois. C'est un programme d'1 an. J'ai commencé en septembre. Alors, j'ai l'impression que d'ici le milieu de l'été, ça devrait être fini, mais ma date exacte, je me laisse un peu de flexibilité là-dessus. Il y a du travail, de la recherche, de la dissertation à faire. Alors, je ne sais pas exactement. Mais d'ici l'été, je devrais avoir fini. Bon, ben c'est super. Puis cette semaine, moi, ce que je vous propose aussi, chers auditeurs, c'est une entrevue à quoi doit-on s'attendre. Donc, à quoi doit-on s'attendre dans les prochains mois. Vous avez été nombreux aussi à écouter et à apprécier l'entrevue que j'ai faite dans le même modèle avec Benjamin Tremblay. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas inviter Farnell pour se prêter au même exercice. Donc, allons-y, Farnell, de ce pas. On va couvrir quelques points d'actualité. Puis ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ton point de vue, à savoir que tu regardes un peu dans ta boule de cristal, dans ta lorgnette, puis que tu nous dises à peu près, ben, soit tu démystifies des trucs, soit tu nous vulgarises des points. Écoute, vas-y, ad-lib, là, comme tu le sens. Mais aussi, je serais curieux de t'entendre à savoir qu'est-ce que toi tu prédis là, dans ces dossiers-là dans les prochains mois. Commençons avec le dossier un dossier qui malheureusement, nous, avec lequel on se lève à tous les matins. C'est la même introduction que je faisais l'autre fois avec Benjamin. Allons-y avec le conflit israélo-palestinien. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Hein. On entend beaucoup les médias parler plus du conflit entre Israël et le Hamas. C'est peut-être plus approprié de le dire comme ça. À quoi on peut s'attendre, Farnell, selon toi, pour la suite, pour les prochains mois? Ben, je disais d'abord, je suis pas sûr c'est exact de parler d'un conflit entre Israël et le Hamas quand on considère c'est qui écope largement des résultats de la violence. C'est sûr qu'Israël vise le Hamas, ça j'en doute pas, mais présentement, c'est qui en souffre? C'est pas seulement le Hamas. C'est sûr que c'est un conflit qui est compliqué. Faire la distinction n'est pas toujours évidente, je suis convaincu. Mais en termes de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, j'ai pas l'impression que dans les prochains mois, ça va se régler aussi rapidement que ça. J'imagine assez mal que le conflit va se finaliser dans les prochains mois. J'ai l'impression que ça va juste continuer. Il va probablement avoir encore des opérations militaires à Gaza, pendant, j'imagine, au moins jusqu'au printemps. Puis donc, tu t'attends pas à une résolution là, du conflit, puis pas avant le printemps. Pas avant le printemps. Je le souhaite, tout le monde le souhaite. Évidemment, je serais heureux de me réveiller demain matin et savoir qu'il y a un cessez-le-feu qui a été négocié. Mais j'ai de la misère à voir un chemin qui mène à ça, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de pays, dont le Canada, qui sont rangés Ouais. favorables à un cessez-le-feu. J'ai l'impression que tant que les États-Unis se rangent pas du côté d'un cessez-le-feu, il ne va pas en avoir un. Et puis, avec la situation politique présente entre Israël et les États-Unis, j'imagine mal que la position des États-Unis va changer dans les prochains mois. Non. Alors, ça va continuer, malheureusement. Est-ce que tu penses que ça a un fort risque de dégénérer même, de s'étendre?
Ben, ça commence déjà, je veux dire, on voit, il y a il y a des frappes qui se passent présentement dans la mer Rouge. Ça commence quand même à sembler vouloir s'escalader. Ça va vraiment dépendre de savoir si les puissances locales qui entourent Israël décident d'embarquer un peu plus sincèrement ou non à la défense de Gaza, à la défense du Hamas, des Palestiniens qui se trouvent là. Mais comme c'est là, on a vu, surtout dans les dernières années, il y a de plus en plus une détente entre Israël et ses voisins politiques. Je veux dire, les premiers à le faire, c'était l'Égypte qui a reconnu Israël, mais même les autres pays avoisinants permettent maintenant, dans certains cas, à des citoyens d'Israël de venir faire du tourisme, de venir faire des échanges économiques. Alors, j'ai pas l'impression que ces pays-là ont trop intérêt économique présentement à continuer leur ligne traditionnelle de vouloir la restauration de la Palestine à ces territoires mandataires britanniques, disons, qui étaient celles d'avant l'existence d'Israël. Je pense pas qu'on s'en va vers là. On dirait que les différents intérêts individuels dans la région font que c'est l'élément qui fait que le peuple palestinien se retrouve là, comme ça, abandonné un peu au milieu de tout ça. Hein. On dirait qu'ils ont de la misère à trouver même des alliés à l'intérieur de ces aspects-là, de ce conflit-là. On attend des alliés traditionnels dans le dossier, puis ça semble donner des appuis du bout des lèvres. Ouais, c'est quand même intéressant à voir, mais je pense que justement, ça témoigne de la détente qui a eu lieu dans je dirais les 2 dernières décennies entre Israël et les autres pays du coin. Hem, je comprends que c'est quelque chose qui rend la vie beaucoup plus difficile aux autorités palestiniennes qui ont traditionnellement heu, eu l'appui des voisins régionaux. Là, maintenant qu'ils ont plus ça, je peux comprendre qu'il y en a certainement certains qui se sentent trahis. Et puis, tu sais, quand on se sent tout ça, c'est la nature humaine, là. Quand on se sent tout seul, qu'on n'a plus d'amis, puis on est pogné dans un coin contre quelqu'un qui veut pas nécessairement notre bien, ben, c'est un peu normal qu'on commence à se débattre encore plus fort, qu'on tombe dans des gestes peut-être un peu plus désespérés qu'avant. Alors, ça ressemble beaucoup plus à une situation où c'est Israël contre juste le Hamas à Gaza, Ouais. plutôt que, comme ça a longtemps été, Israël contre le Hamas à Gaza et le Fatah en Cisjordanie, qui sont ensemble plus ou moins des proxys pour les autres puissances régionales. On n'est plus vraiment, ou on semble plus vraiment, en tout cas pas pour l'instant, être dans cette optique-là. C'est quoi l'état d'esprit par rapport à ce dossier-là à Londres où tu es? Est-ce que c'est très différent de ce que tu as pu constater ici au Canada, au Québec? À Londres, il y a des manifestations à tous les semaines, des manifestations devant le Parlement, à Trafalgar Square, et c'est des grosses manifestations. C'est des manifestations en appui aux Palestiniens. C'est des manifestations qui demandent un cessez-le-feu. C'est des manifestations qui veulent que le gouvernement britannique se repositionne à peut-être un appui un peu moins fort d'Israël. Et ça, c'est certainement, en tout cas, j'ai parlé à quelques Anglais ici, puis ça, c'est nouveau. Dans Ah oui? dans les derniers conflits qui ont vraiment qui sont réchauffés, mettons, l'appui public était pas aussi clairement d'un bord qu'il l'est maintenant. C'est sûr qu'il y a encore des appuis publics pour Israël à Londres, mais j'ai pas vu des manifestations de milliers de personnes en appui à Israël comme j'en vois tous les fins de semaine en appui aux Palestiniens à Londres. On dirait que la guerre médiatique qui tourne en parallèle est un petit peu au désavantage d'Israël hein, depuis un certain temps. Ouais, puis ça c'est quand même j'espère qu'Israël en prend note parce que, l'existence d'Israël n'est pas garantie. L'existence d'Israël, malheureusement, est encore un gros point d'interrogation, dans le monde, dans l'ordre politique mondial. Si les gouvernements occidentaux reculent dans leur appui à Israël,
Israël va se retrouver avec pas beaucoup d'amis dans un secteur qui, malgré la détente récente, lui reste quand même pas le plus amical. Alors, j'espère qu'Israël en prend note, que cette C'est pas autant qu'ils acquis. ont des problèmes de guerre locale, ils ont aussi à maintenir les relations publiques de leur côté dans les pays occidentaux. C'est des démocraties. Si les populations des pays occidentaux ne veulent plus appuyer Israël, éventuellement, ça va se refléter dans les gouvernements. Et puis là, ça ne va pas être à l'avantage d'Israël, ça. On voit que au Parti démocrate, entre autres, hein, la pression est forte de notre côté de l'océan. Oui, c'est sûr, pas juste des démocrates, des républicains aussi, avec évidemment quelques petites nuances à apporter à ça. Je suis sûr qu'on va y arriver, mais l'appui des Américains à Israël reste très fort. Souvent, le mot inconditionnel est utilisé, puis je pense que c'est le mot correct pour la situation. Et c'est historiquement l'allié le plus fort d'Israël, c'est les États-Unis, et ça reste le cas aujourd'hui. Écoute, on va rester malheureusement dans des conflits, mais on va se déplacer au nord. L'autre grand conflit qui touche, qui intéresse à l'international, ben, c'est le conflit Ukraine-Russie. Dans ce dossier-là, Fernand, c'est quoi ta prédiction? Quand tu regardes dans ta fameuse boule de cristal, tu vois quoi? Un dénouement dans les prochains mois? Encore une fois, je le souhaite. Je pense pas que ça va être dans les prochains mois. Je pense pas que ça va être d'ici le printemps. Qui ont- OK, ah ouais? La situation, là aussi, semble être une espèce de guerre de tranchées. Les Russes ont leur ligne, les Ukrainiens ont leur ligne. Les deux ont essayé de faire des offensives sur la ligne d'hôte, et les deux, respectivement, semblent avoir échoué. Ce qui fait que, bon, ben là, on est en hiver. On s'entend que faire de la guerre en hiver dans ce coin-là du monde, c'est Ouais. pas évident. J'ai l'impression que d'un côté, tant que l'autre, ils vont essayer de garder leur ligne jusqu'au printemps. Et Mhm. puis, une fois que la température est un peu plus clémente, ça va peut-être reprendre. Je pense aussi que si on veut garder un œil sur quelque chose qui va vraiment déterminer l'avenir de cette guerre-là, c'est le prochain discours, le State of the Union Ouais. aux États-Unis. Ben, l'élection Euh, américaine risque d'avoir un gros impact, non? oui, l'élection américaine va certainement avoir un impact, mais ça, c'est plus tard dans l'année. Alors, Ouais. d'ici les prochains mois, moi, sincèrement, à être la Russie, j'attendrai juste de voir c'est qui va être le prochain président des États-Unis. Ouais. Et entre-temps, ce serait de maintenir les lignes et attendre et espérer que l'attrition fasse plus mal aux Ukrainiens que ça fasse à la Russie. Je ne suis pas un grand stratège militaire, là, mais ma lecture de la situation, ce serait à peu près ça. Écoute, j'ai envie de te poser la question, probablement je vais te la poser pour tous les dossiers. On va profiter du fait que tu es à Londres. C'est quoi t'entends? C'est quoi le mood londonien par rapport à tout ça? Ben, je vous dirais, je donne l'exemple, là, j'ai reçu ma facture d'électricité. Oh, ça a eu un Euh, impact jusque-là? ouais, c'est ma facture écoutez, j'ai un 2,5 essentiellement, là. Mon 2,5, pas un gros 2,5. Le chauffer pour le mois de janvier, ça m'a coûté pas loin de 250 quand je convertis en canadien. Les prix de l'énergie ici ont explosé depuis le début de la guerre, et ça fait vraiment, vraiment mal aux gens. J'ai l'impression que malgré la géopolitique, ultimement, tu sais, j'en ai des collègues à l'université là, qui restent dans le froid chez eux parce qu'ils ne peuvent pas se payer leur électricité. C'est la réalité maintenant des gens ici, et c'est en grande partie parce que la Russie a coupé les valves en termes de pétrole, de gaz naturel, qui est encore la base de l'énergie Oui, c'est ça, au Royaume-Uni. on chauffe beaucoup au gaz en Europe. Ils se sont tournés vers quelle source? Est-ce que tu sais? Moi, mes sources, je sais que c'est supposé être de l'éolien, mais en OK, général, c'est ils électrique. sont tournés vers les marchés internationaux, mais les connexions sont pas aussi bonnes, sont pas aussi fortes. Je ne pourrais pas dire est-ce que le gaz naturel qui chauffe mes voisins, ça vient des États-Unis, du Mexique d'ailleurs, je ne sais pas, là, mais ils se sont tournés vers les marchés internationaux qui sont moins bien connectés,
et un peu plus cher. Alors, ça se reflète dans les prix. Plus compliqué à rendre le produit. Dis-moi donc, tu m'as quand même rendu curieux. Ça ressemble à quoi les prix pour. Je veux pas être indiscret et te demander de ton loyer, mais on est dans. C'est habiter à Londres comme ça, j'imagine que ça peut être assez coûteux. Tu disais que il en C'est reste plus. dispendieux, Pour oui. certains, il en reste plus pour le chauffage. Donc, ça doit être parce que les loyers eux-mêmes sont très chers. Ah oui, je veux dire, moi, comme je disais, mon 2,5 ici me coûte, si je fais la conversion, tu sais, je suis dans le centre-ville de Londres, là. J'ai pas à me plaindre, je suis super bien positionné, mais c'est en dollars canadiens. Encore une fois, je fais la conversion, ça me vient à pas loin de 4 000 par mois. Mais Je non. n'ai pas un appartement de Et luxe, non. là. C'est un vieil appartement mal isolé. quatre C'est juste mille les plus petits dollars postes par d'électricité. mois Ouais, pour un 2,5. ouais. Mais c'est quand même au cœur de Londres. C'est au cœur de Londres, c'est Ben, ça. c'est Je le veux dire, fun que tu nous c'est le donnes. exceptionnel, là. On peut facilement trouver des 1,5 à 2200, 2500 canadiens. Un peu plus loin, il faut prendre le métro pour se rendre au centre-ville. Mais ça, tu sais, ça donne une idée des prix. On est pas mal loin de la crise du logement au Québec, là, en termes de prix. Tu sais, en te posant la question puis en disant que je voulais pas être trop indiscret, je me suis rappelé l'article, je lisais l'article que t'es rendu que t'écris pour Urbania. Ça s'appelle, comment c'est quoi donc ex- 95, oui. 95. Puis c'était un article sur la transparence dans les salaires. Puis j'ai vu que tu finissais ton article en donnant le tarif que tu avais reçu pour écrire le dit article. Finalement, je pense que j'aurais poussé un peu, mais regarde, t'es allé immédiatement vers la transparence. Donc, c'est très drôle. Hey, Ah, moi, j'y crois beaucoup, hein, la transparence financière. Je ah ouais, pense que donc? c'est très, très important. Puis le tabou autour de l'argent qu'on a, c'est pas à l'avantage de qui que ce soit, Ouais, je ça. te C'est rejoins à l'avantage de là-dessus. ceux qui ont beaucoup d'argent, généralement. Hey, tellement, là. Écoute ça, là. Je suis à 100 000 à l'heure avec toi là-dessus. Parle-nous encore de cette expérience-là. Donc là, tu as été approché par Urbania pour écrire. Donc, tu écris, c'est des billets que tu écris à quelle fréquence? C'est des chroniques. On s'est entendu sur une fois par mois. Je voulais OK. pas vraiment faire plus que ça pour l'instant parce que j'étais encore aux études. Je veux quand même me Ouais, garder le temps de faire ça, mais ça me fait vraiment du bien, surtout d'écrire en français parce que évidemment, j'ai pas ouais, l'opportunité c'est d'en ça. faire beaucoup, à Londres. Mais ouais, ça a été, c'est le genre de choses qui a suivi, je pense, mes capsules. Ça va relativement bien, là. As-tu une grosse progression dans tes audiences? As-tu regardé tes statistiques depuis. Je te parle de TikTok, là, entre autres. Ça fait De longtemps que j'ai pas TikTok, été voir. je pense pas. J'étais encore, je pense à je suis à 62 000 à peu près. Je suis pas loin Ouais, d'où tu étais j'étais. pas loin J'ai des pas eu de 65 000, grosse je pense, croissance la dernière fois que présentement, on j'avais s'est parlé. regardé. Puis, puis là, en termes de thématique, là, ton premier thème, ça a été ça. Donc, c'est eux qui te. En fait, c'est ça que je comprends, c'est que c'est une sous-marque de Urbania qui se spécialise, qui se concentre sur les aspects financiers. C'est ce que je comprends? C'est ça, oui. Mais je veux dire, ils ont été super généreux avec moi. Ils m'ont essentiellement donné carte blanche tant que ça touche de près ou de loin le monde de l'argent. C'est libre à moi. Alors, j'apprécie beaucoup la flexibilité. C'est quoi? Vas-y donc voir, je serais curieux de revenir sur cet aspect-là. C'est quoi les avantages, selon toi, tout ce que tu nous dis, c'est qu'on devrait, au sein d'une entreprise, connaître les salaires de tous. Donc, il devrait avoir comme quoi un répertoire, un fichier, un registre des salaires au sein de l'organisation. Puis, c'est-tu de même que tu vois les choses? Ça pourrait être ça. Je veux dire, si un organisme veut se rendre jusque-là, pourquoi pas? Ce serait relativement généreux de la part d'un boss de faire ça, là. Faut aussi dire, tu sais, il y a pas juste le salaire, il y a les conditions aussi. Mais, idéalement, c'est rare qu'on perd à avoir plus d'informations sur le marché. Je peux pas imaginer une situation où le fait d'avoir plus de Mhm. connaissances sur combien les choses coûtent puis combien ils valent, c'est à notre désavantage, tu sais. Je peux comprendre. C'est pour ça que j'arrive à la conclusion qu'on devrait ouvertement parler de nos salaires et de toutes nos autres conditions connexes avec nos collègues parce que soit on gagne plus que nos collègues, puis là, nos collègues vont le savoir, alors c'est à leur avantage, puis je veux dire, on a quand même raison d'avoir une certaine solidarité avec eux, je pense, ou on gagne beaucoup moins, puis là, nous, on va le savoir. Et puis là, c'est à notre avantage d'aller voir notre boss et dire hey, comment ça se fait que je gagne pas mal moins que les autres? Je pense que ce serait une bonne idée pour ça.
c'est pas pour rien, par exemple, que les secteurs qui ont des conventions, les secteurs syndiqués rendent cette information-là publique aussi. Ouais. C'est un peu pour cette raison-là. Puis je pense que c'est juste sain. Tu sais, si on parle des présomptions d'un libre marché, qui est quand même à la base de notre système économique, puis je pense que c'est un bon système économique, mais une des présomptions fondamentales d'un libre marché, c'est qu'il y a un accès relativement facile à l'information des prix du marché. Alors, ça veut dire, en termes de salaire, qu'on a un accès relativement facile à savoir combien les autres sont payés. Comme ça, on peut prendre nos décisions nous-mêmes sur la place où on est le plus utile en termes économiques. Écoute, on va. C'est du coq à l'âne, là. J'étais un peu gêné de passer comme ça d'un dossier à l'autre, mais j'étais curieux parce que j'ai vu ça passer. On a eu aussi l'occasion d'en discuter pendant le temps des fêtes. Donc, j'ai fait un petit, un petit détour plus personnel. On est resté à Londres un peu plus longtemps, puis ça nous a amené vers d'autres sujets. Mais là, je te ramène sur la scène internationale, puis tu vas voir que c'est tout un saut. Moi, j'aimerais t'entendre maintenant dans le cadre dans le dossier de la Corée du Nord. Je disais l'autre fois, dans le cadre dans un autre épisode, que moi, ça me faisait peur, cet aspect-là, de voir qu'il y a un développement d'armes atomiques entre les mains d'un dictateur, hein, on peut le dire sans trop de gêne dans ce cas-là. Tu vois, qu'est-ce qui nous attend, selon toi, avec la Corée du Nord dans les prochains mois? Est-ce qu'on va avoir la situation va se détériorer ou on va rester dans le même genre de stabilité de, 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 de menaces nucléaires? Je, je m'en fais pas trop pour la Corée du Nord parce qu'il y a quand même un pattern, pour utiliser le bon mot français, assez bien établi avec la Corée du Nord où la Corée du Nord, bon, on sait maintenant qu'elle a l'arme nucléaire. On sait qu'elle a des missiles, mais elle va développer ces choses-là, faire quelques tests, flexer ses muscles essentiellement, et puis soudainement elle arrête. Puis la raison qu'elle arrête, c'est parce qu'elle a reçu soit un peu plus d'aide internationale qu'elle voulait, ou elle s'est fait dire par la Chine, elle relaxe un peu. Ouais. Et généralement, se faire dire par la Chine, elle relaxe un peu, ça vient avec elle relaxe un peu, puis voici un peu plus d'aide internationale, calme-toi donc. On semble être un peu dans la même optique présentement. Euh, c'est pas dans l'intérêt de personne que la Corée du Nord commence à foutre le bordel, pour utiliser un terme technique. C'est pas dans les c'est certainement pas dans les intérêts de l'Occident, c'est pas dans les intérêts de l'OTAN, c'est pas dans les intérêts de la Chine, parce que si la Chine veut commencer un conflit quelconque, la Chine va probablement vouloir être en contrôle de ce conflit-là. Elle va pas vouloir que ce soit entre les mains du régime nord-coréen. Et c'est certainement pas dans les intérêts du régime nord-coréen lui-même parce que la minute que ça arrive, les représailles vont être extrêmement rapides et vont être assez douloureuses pour la Corée du Nord et le régime actuel de la Corée du Nord ne va probablement pas y survivre. Alors, c'est du bluff. Mon interprétation de la chose, encore une fois, je suis pas au Pentagone, puis je suis certainement pas en Chine, je suis pas en Corée du Nord, mais c'est du bluff. C'est juste pour dire, hey, regardez, là, on est capable de te faire mal, là. Paye-moi donc pour que j'arrête. Puis l'Occident et la Chine Donc, c'est un ensemble chantage. vont arriver à Un un entente, et chantage, puis c'est ça. selon toi, c'est un chantage issu même du modèle d'affaires, du modèle de C'est ça. survie. C'est rendu le modèle d'affaires, exactement. Ils développent des armes pour, pour pouvoir faire peur. Ils espèrent pouvoir faire peur, puis éventuellement, ils reçoivent leurs bonbons, puis ils arrêtent. Tu as mentionné pendant ton propos, tu as dit si la Chine rentre en conflit, elle va vouloir contrôler le conflit. Elle a cette possibilité-là, pas très loin. Taïwan, maintenant, tu vois la suite comment? Encore une fois, je pense pas que ça va éclater dans les Ah prochains ouais? mois. Je pense pas que ça va éclater du tout, en fait, parce que la Chine est rendue tellement économiquement intégrée avec les États-Unis que, à moins d'un genre de situation planifiée pendant des décennies, puis je veux dire, la Chine est capable de planifier des coups des décennies à l'avance. Alors, c'est pas impossible, mais ça coûterait tellement cher à la Chine de rentrer en guerre ouverte avec les États-Unis autour de Taïwan que j'ai pas l'impression que ça aussi, c'est dans leurs intérêts. Pas dans les prochains mois. Là aussi, je pense, l'élection aux États-Unis qui s'en vient va avoir un impact super important
à l'automne, à l'hiver prochain. Mais dans les prochains mois, j'ai l'impression que tout le monde va un peu se retenir le souffle et attendre de voir comment l'élection des États-Unis va se dérouler pour savoir c'est avec qui qu'ils vont négocier, c'est qui va faire la décision go, no go sur une intervention militaire, advenant que la Chine décide de faire des avances sur Taïwan. La c'est un sujet que tu connais quand même assez bien. La politique américaine semble t'intéresser. C'est quoi J'ai la quand même vécu là à peu près 6 ans, là, j'ai pas le choix. ouais, c'est vrai, hein, je venais d'oublier ça. Donc, bon, c'est effectivement, puis c'est pour ça qu'en fait, que je suis curieux de t'entendre sur en fait, ce que moi, je ne sais pas, puis probablement qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne savent pas, c'est quoi la position, la différence de position par rapport à Taïwan entre les républicains et pourquoi pas tout simplement dire Trump et les démocrates? Il faut commencer en comprenant la position traditionnelle des États-Unis, peu importe qui est le président. La position traditionnelle des États-Unis, c'est ce qu'ils appellent l'ambiguïté Ouais, stratégique. Benjamin nous en parlait l'autre fois. Alors, c'est ça, l'ambiguïté stratégique, c'est essentiellement de dire, les États-Unis disent à la Chine, hey, nous, on protège Taïwan. Qu'est-ce que vous allez faire si vous attaquez Taïwan? Il y a une expression qui est un peu crue, je demande pardon, c'est en anglais, mais c'est une expression américaine que je pense est parfaite. C'est fuck around and find out. Alors, essentiellement, les Américains disent à la Chine, écoute, si tu veux commencer à faire des niaiseries, si tu veux commencer à t'en prendre à Taïwan, je te dis pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on va faire de quoi. Et cette ambiguïté-là, est juste assez pour que ça crée une incertitude et devant l'incertitude, la Chine ne préfère pas avancer. Ça permet aussi après ça aux États-Unis de dire non, 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 on ne vous a pas menacé, là, on fait juste dire qu'on va faire de quoi. Alors, ça permet après ça au régime chinois de garder la face, parce que ça, c'est très important dans la Ouais. culture chinoise. Parce qu'il semble, Euh, il semble quand même assez décidés, là. Je veux dire, ils sont assez intransigeants sur cet aspect-là, puis ils annoncent leur couleur d'une façon très claire. La ligne rouge, elle est très claire et elle est pas à l'avance, elle bouge. oui, elle bouge. La Chine considère que Taïwan lui appartient. Pour la Chine, c'est une question de fierté nationale. C'est pas juste une question d'économie, d'affaires. Pour Ouais, eux, ce serait le clou final dans la remise sur la position que la Chine juge appropriée à elle-même comme superpuissance mondiale. Ce serait de pouvoir dire, bon, mais maintenant, nous avons toute la Chine unifiée. On a terminé l'espèce de mandat que Mao nous avait donné ouais, c'est de ça. prendre contrôle de la Chine au complet. C'est comme le dernier petit caillou dans le OK. soulier de la Chine qu'il n'y ait pas le contrôle sur Taïwan. Ce serait comme aussi, une autre analogie, c'est comme si vous vivez chez vous, mais dans un petit recoin de la cuisine, il y a toujours 3 boîtes de l'ancien propriétaire. C'est poche, personne qui veut avoir ça. Et puis, tu ne te sens pas chez toi quand tu as ça. Alors, le Taïwan pour la Chine, c'est un peu ça, mais avec des navires de guerre et puis des avions de chasse et puis potentiellement un rival nucléaire qui est en jeu aussi. Si le conflit éclate, le terrain de combat sera en Asie ou tu penses que ça pourrait s'étendre justement par des frappes plus conséquentes? Si ça se met à se battre, ça va être à Taïwan. Parce que si l'armée chinoise et l'armée américaine se mettent à se taper dessus directement, ça va dégénérer très Ah, rapidement c'est en ça, guerre là. nucléaire, puis il n'y a personne qui veut ça. Alors, la seule façon aujourd'hui, depuis l'invention des guerres nucléaires, des bombes nucléaires, pardon, la seule façon que les puissances nucléaires peuvent se faire de la guerre, c'est à travers un proxy. Alors, on le voit partout, l'Ukraine, c'est ça, la Corée, c'est ça. Taïwan, si ça vient à ça, chose évidemment, je ne le souhaite pas, mais si ça vient à ça, le conflit va être limité au territoire de Taïwan lui-même. Et je pense pas que ça va s'étendre. Si ça s'étend, courez au bunker nucléaire immédiatement. C'est probablement le conflit latent qui présente la plus grande menace actuellement. Je pense que oui. Je pense que et les enjeux sont quand même importants pour plusieurs raisons.
On pense à la Deuxième Guerre mondiale où les attaques sur Pearl Harbor ont commencé parce que le Japon savait qu'il avait besoin de pétrole. L'Empire japonais n'avait pas accès à assez de pétrole, alors elle a dû prendre de l'expansion à travers le Pacifique pour aller en chercher. Ben, la prochaine guerre mondiale, un élément clé stratégique, ça va être les micropuces. Ouais. Et la production de micropuces mondiale, présentement, elle est à Taïwan. La personne qui contrôle les micropuces contrôle les missiles, contrôle l'intelligence artificielle, contrôle les avions de chasse, contrôle les radars, contrôle les satellites. Il y a, il y Alors, a- c'est certain que ça va être un facteur critique. il y a un mouvement actuellement au sein de l'Occident, justement pour se doter, pour reprendre un peu d'autonomie hein, sur cette production-là. On voit ça, ne serait-ce même que ça nous touche jusqu'ici au Québec, où il y a ou même en Ontario, au Québec, où il y a actuellement des initiatives pour créer, ouvrir des entreprises, des usines qui vont, je ne sais pas si on appelle ça des usines dans un contexte comme celui-là, mais qui vont justement fabriquer des microprocesseurs. Ouais, ben, je me souviens même quand le président Biden est venu à Ottawa pour livrer un discours, il a dû passer un 5 minutes solide à parler de micropuces, la production de micropuces en Amérique du Nord. Hmm. Et c'est pas pour rien, C'est pas c'est banal. en anticipation de cette réalité-là. C'est un beau domaine. Moi, j'accepte. J'accepte ça les bras ouverts. Moi, l'arrivée, le développement du marché des micropuces ici en Amérique, pourquoi pas? Il y a tellement de choses qu'on a déléguées en Asie à travers le temps. Je pense qu'il y a un retour au point de vue de la production des denrées, des objets les plus critiques, les plus stratégiques, en fait, qu'on se doit là, de ramener ici, puis d'avoir une vision à plus long terme. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, je pense que ouais, la production de micropuces locales va être un enjeu stratégique militaire pour tous les pays occidentaux modernes. Et puis, en tout cas, je ne veux pas Ouais. donner de conseils d'investissement à qui que ce soit, là, mais moi, mes investissements attendent beaucoup de la production, comme les appels à l'épargne pour la production de micropuces au Canada, parce que je pense que c'est un marché garanti qu'ils vont avoir. On va faire un épisode, le portefeuille d'épargne de Farnell Morissette. Pro- Ça sera un prochain épisode à un moment donné. Je pense qu'on va avoir beaucoup de gens à l'écoute. OK, politique américaine. Ben écoute, on s'en va vers ça. Il y a une élection, on l'a mentionné 2, 3 fois. Là, on est tous mêlés. On entend ça. Tu sais, quelqu'un qui suit ça de façon distraite du coin de l'œil, là. Puis là, on entend que Trump est poursuivi de toutes sortes de façons civiles. On sait qu'il n'y a plus vraiment de doute à savoir qu'il est impliqué dans les événements du 6 janvier. Moi, tu me corrigeras si je me trompe. Comment Ben, il c'est y a beaucoup de gens possible? qui y croient pas, là, mais Ouais, mais la moi, réalité, elle. juste en regardant ce qui était disponible là-dedans, j'inclus les vidéos qui montrent que les agents du Capitole ont ouvert la porte, ont laissé des manifestants rentrer. Même prenant ça en compte, j'arrive difficilement à une conclusion autre que Trump a été impliqué, à ma compréhension du terme, dans une insurrection. Mais bon, Donc, ça comment il c'est peut pouvoir se représenter pour être président de ce pays-là, alors qu'en plus, on voit beaucoup. Puis ça là-dessus, je serais curieux de t'entendre. Est-ce qu'il y a une crainte réelle d'un que les États-Unis puissent sombrer dans la dictature suite à une réélection, par exemple, de Donald Trump qui pourrait, après, contrôler des leviers qui lui permettraient de rester en place, un peu comme Poutine l'a fait? Est-ce que je suis à science-fiction quand je dis ça, là? Ou je pense non, je pense pas que c'est la science-fiction. Je pense cependant qu'on a une preuve historique, qui est le dernier mandat Trump, que la Constitution des États-Unis a survécu à ça. C'était quand même drôle. Quand j'étais à New York, je parlais beaucoup évidemment à des gens qui avaient plein de points de vue politiques. À New York, il y a tout, là. Et ceux qui étaient généralement plutôt démocrates ou peut-être moins chauds à Donald Trump, eux voyaient la présidence de Trump comme un succès de la Constitution. Que ouais, beaucoup des mesures que ouais. Donald Trump avait proposées, des mesures qui étaient
certainement questionnables sur le plan constitutionnel, ont échoué grâce au processus constitutionnel, grâce au contre-pouvoir constitutionnel qui existe dans la Constitution. Euh, on en apprend encore de plus en plus sur ce qui s'est passé le 6 janvier, mais même le jour même, quand Trump semblait mettre énormément de pression pour faire invalider l'élection, les contre-pouvoirs, les contrepoids ont fonctionné. Alors, Ouais. je ne serais pas trop inquiet là-dessus. On pourrait se dire, OK, les contrepoids ont fonctionné de la dernière fois, mais là, peut-être que Trump a appris puis ça va changer. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose. Si on parle d'une dictature, dans le sens que Donald Trump suspend la Constitution des États-Unis, qui mette en place des généraux qui sont loyaux à lui à la place de gouverneur des États, ça, j'y crois pas. Ça, je pense vraiment pas que ça va être dans les cartes. On n'a pas à s'inquiéter de ça. On tombe dans une espèce de rhétorique qui, selon moi, dépasse un peu le réaliste pour les 4 prochaines années. Puis, c'est quoi tu sais, là, on voit, par exemple, puis ça là-dessus aussi, tu pourras me reprendre parce qu'encore une fois, je suis vraiment pas un spécialiste, mais on voit qu'il y a une menace de disqualification dans le Colorado. Menace ou c'est exécuté? Oui. Est-ce qu'il. Techniquement, Peux-tu nous présentement, expliquer c'est quoi ça? il est disqualifié selon la Cour au Colorado, mais ça va être la Cour suprême qui va décider. Il faut quand même comprendre. Faisons Vas-y. peut-être un petit pas de recul Ouais. sur toutes les démêlés judiciaires de Donald Trump, parce qu'il y en a beaucoup. Ben là, ça peut être un Euh, sujet, ouais. Ouais, tu sais, il y a des poursuites civiles contre lui, il y a des poursuites civiles par des États individuels contre lui, il y a des poursuites criminelles contre lui. Tout ça, c'est important d'un point de vue politique, mais c'est pas grave pour le bien-être de l'élection. Donald Trump pourrait être en prison et quand même être le président des OK. États-Unis. Il y a pas de ça, il y a une clarté constitutionnelle là-dessus qui est qui n'a jamais été testé, là. Il n'y a jamais eu un président aux États-Unis qui était en prison, mais la Constitution est assez claire. La seule façon qu'un président peut être disqualifié à cause qui touche les démêlés de Donald Trump actuellement, c'est le troisième paragraphe du 14e amendement qui dit que une personne qui a été un officier des États-Unis et qui, en tant qu'officier des États-Unis, a participé à une insurrection contre les États-Unis ne peut plus être officier des États-Unis. Euh, ça n'a jamais été interprété contre un président avant. C'est une règle qui date de la guerre civile. L'intention, c'était que les anciens officiers, des juges, des soldats, peu importe, qui ont participé du côté de la rébellion, étaient disqualifiés Ouais. d'un office futur. C'est incroyable. Euh, Quel. et c'est la seule fois que ça a été utilisé de façon en masse. Bon, il y a comme, je pense qu'il y a un shérif à quelque part au Texas qui a été disqualifié de cette façon-là parce qu'il aurait participé de façon claire et évidente à une tentative d'insurrection le 6 janvier. Il était là, il était dans le Capitole quand c'est arrivé. Mais de là à l'interpréter contre un président, ça, c'est loin d'être clair. Et ça, c'est la seule question qui va être potentiellement disqualifiante pour Donald Trump. Si la cour. C'est comment tu l'as appelé la cour, la cour au-delà du. Au-delà du Colorado, là, c'est la. On dit-tu la Ça Cour va être la Cour suprême? suprême des Parfait, États-Unis la Cour qui suprême. va trancher Si la Cour suprême n'a la pas encore question. tranché lors de l'élection, c'est quoi l'impact? Donc, tout ça, est-ce que l'élection continue à suivre son cours, même si des processus comme ceux-là ne sont pas encore complétés? Oui, l'élection continue de tenir son cours. La Cour suprême va pas traîner ses pieds là-dessus. Ils vont le faire Parce avant? que Ils vont. tu sais, il faut absolument avoir une décision là-dessus avant l'élection, au moins, idéalement avant la fin des primaires républicaines. OK. Parce que, je veux dire, Il aide le pas le Parti pire scénario républicain. envisageable, imaginons, là, on cherche à maximiser le chaos aux États-Unis, c'est on arrive aux élections, Donald Trump est élu, il devient président des États-Unis. Alors là, on est rendu en 2025, là, au printemps 2025. Et au printemps 2025, après savoir traîné les pieds, la Cour suprême arrive à la conclusion que Donald Trump est disqualifié d'être président des États-Unis. Mais ça le Là, ça va disqualifie brasser. pour le Colorado, pas pour l'ensemble. Non, il est disqualifié pour l'ensemble du pays.
Parce que si la Cour suprême détermine que oui, le 14e amendement, paragraphe 3, s'applique au président des États-Unis et Donald Trump a participé à une insurrection, ben là, il est automatiquement disqualifié d'être président. Alors, qu'est-ce qui arrive après ça? Je ne sais pas, mais je ne veux pas le savoir non plus. Puis ça, c'est relié à ce que, justement, au dossier au Colorado, right? C'est relié au dossier au Colorado, mais c'est relié au dossier de tous les États. Après, par la suite. Parce que chaque État individuellement a techniquement l'autorité de décider qui peut être candidat à la présidence Ça, c'est dans leur intéressant. État. Il n'y a pas, tu sais, au Canada, on a Élections Canada Hmm. qui fait les élections fédérales, et puis on a Élections Québec qui fait les élections québécoises. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Il n'y a, C'est pas fascinant, un ça. équivalent d'Élections Canada aux États-Unis. Il n'y a pas Elections United States. Alors, c'est comme si chaque province organisait par elle-même son élection fédérale, et puis après ça, les résultats de chaque province déterminaient qui était le président. Alors, le Colorado, présentement, a une décision qui va, est-ce qu'elle va tenir, est-ce qu'elle ne va pas tenir, on ne sait pas encore. Il y a d'autres États qui ont statué que non, Donald Trump n'est pas disqualifié, il est absolument éligible à être président. Puis ça aussi, ça peut mener à du chaos si, imaginons que Donald Trump se retrouve sur le bulletin de vote de 43 États, mais pas sur 7, et puis il perd les élections par une très faible marge. Il y a plein de gens qui vont dire que Ben, l'élection n'était pas légitime là mais en aussi. même temps, tu peux pas vraiment, de la façon que tout ça est découpé, tu peux pas vraiment espérer gagner la présidence sans le Colorado. On pourrait faire des calculs, on pourrait sortir des simulateurs. Présentement, je veux dire, on est encore loin de l'élection. C'est un peu trop Ça tôt va pour dire reboucher. si le Colorado va être un État, un swing state, comme il appelle, un État décisif ou non. OK, écoute, faut avancer. On est déjà rendu à 40 minutes, puis il faut absolument qu'on revienne au Québec puis au Canada. Je vais me le faire dire sinon dans les commentaires. Écoute, c'est fou. De ce temps-là, j'ai beaucoup de commentaires dans la chaîne YouTube, puis je te dirais que c'est une vraie thérapie. Euh, de réussir à satisfaire l'ensemble des auditeurs, si je me fie aux commentaires, c'est excessivement difficile. Mais un des commentaires que je me souviens, puis continuez, chers auditeurs, je ne suis pas en train de dire ça pour stigmatiser vos interventions, c'est une des interventions, c'est « Hey, tu nous parles plus du Québec ». Fait que là, on est avec Farnell qui habite la ville de Québec, qui habite au Québec, qui est un Québécois. On va te demander aussi de regarder ta boule de cristal pour le Québec. À quoi on doit s'attendre côté politique québécoise dans les prochains mois? Est-ce que j'aimerais ça te lancer sur cette question-là. Est-ce que la CAQ va réussir à redorer son image, à reprendre un peu, là, à remonter dans les intentions de vote? Ben, on parle des prochains mois, là. Moi, les prochains mois, je vais garder un œil attentif sur les signes de la stabilité interne du caucus de la CAQ et de la CAQ en Oh, général. OK. Euh, on a quand même, je dirais, à la fin de l'année passée, on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant avec la CAQ. On a vu des députés qu'on pourrait appeler des backbenchers, là, des députés qui sont pas des ténors, qui sont pas des ministres, se prononcer contre la décision du gouvernement de la CAQ d'octroyer la subvention de 5 à 7 millions aux Kings de Los Angeles à Québec. Ça, là, ça, c'est important. Ça veut dire que la ligne de parti a craqué. Et puis, on n'a jamais vu ça à la CAQ avant. Te souviens-tu, c'est arrivé au gouvernement péquiste avec Pierre Curzi à l'époque, à cause justement, je pense, d'une subvention pour Québécois, pour le hockey à Québec. Est-ce qu'on est en train de... ça pourrait aller jusque-là, puis ça avait été l'éclatement au PQ. Là. Le PQ s'en est jamais remis. Le PQ de cette époque-là s'en est jamais remis. Ça a été, là, aujourd'hui, on est complètement ailleurs. C'est même plus... tu vois, dans les conventions du PQ, 80% du monde, c'est pas les mêmes qui étaient là 2 ans avant. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait aller jusque-là? Je suis un peu surpris de t'entendre là-dessus, parce que s'il y a un parti qui tient d'une façon serrée puis qui dirige de façon centralisée, c'est bien la CAQ. Donc, toi, tu penses que ça pourrait avoir craqué à ce point-là? Puis là, on voit comment il s'appelle, le nom m'échappe juste pour faire du mal, le chef du Parti conservateur qui se frotte les mains pas loin, tu sais.
Ah oui, Éric Duhem, je Éric suis Duhem, sûr que lui, merci. il en a pris note, là. Il y a pas de doute là-dessus. Ça fait son affaire. On devrait-tu l'inviter? Je devrais l'inviter aux engagés publics, hein, Éric Duhem. C'est quand même Je dirais sûrement oui. ouais, c'est un personnage super intéressant. Il est intelligent, il est sympathique. Ça serait le fun tu sais, c'est pas. Je pense que les gens, là, vous. Puis là, ça, c'est une autre affaire qu'on se fait reprocher. En fait, c'est quoi? C'est une autre affaire qui est comique des commentaires YouTube. C'est que des fois, on est beaucoup trop à droite, puis des fois, on est beaucoup trop à gauche. Donc, à un moment donné, je ne sais plus où me situer. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Comme d'ailleurs, tu sais, tantôt, j'écoutais juste notre segment sur Trump. Là. Ça va nous. Tu le sais, là, Fernand, on va recevoir des commentaires, on va se faire insulter dans, les, Correct. dans les commentaires. On peut vivre avec, hein, ça fait partie Oui. on serait pas là en train de faire ça si on n'était pas à l'aise avec cet aspect-là. C'est très comique, mais je vous encourage, chers auditeurs, venez, puis contribuez dans les commentaires. C'est le fun de voir la discussion. Moi, je m'inspire de ça pour les entrevues en plus. Fait que si vous voulez même avoir une voix, servez-vous de la section commentaires. De toute façon, pour vrai, je suis quand même surpris. Des fois, c'est raide, mais de dire que des gros manques de respect, là, je les délite de toute façon. Là, les insultes pures et simples, je les délite. Mais tu sais, depuis l'ouverture de la chaîne, j'ai peut-être délité 5-6 commentaires. Fait que tu vois que c'est pas si pire que ça. On est encore chanceux, je pense. La grande majorité des gens sont respectueux la grande majorité du temps. Faut toujours s'en souvenir. Oui, puis ce qui m'étonne, c'est de voir aussi les changements de tonalité lorsque tu prends la peine de leur répondre avec respect. Puis en fait, ça, toi, c'est un truc. En fait, c'est quoi? Quand quelqu'un m'a demandé l'autre fois euh, qu'est-ce que je suis allé faire avec ça, puis j'ai dit, écoute, moi, j'essaie de lui répondre à la farnelle. Bon, à ma petite mesure, avec ma petite intelligence, mais c'est un trait que j'ai emprunté sur ta façon de répondre aux gens, justement, cet aspect-là. C'est drôle, ça nous amène là, je trouve ça intéressant. Puis écoute, je pense que je t'avais déjà entendu même le dire, ça. Mais en tout cas, le résultat, que je constate, que je vois à l'intérieur de tout ça, c'est quand je prends la peine un peu désamorcer, dire, par exemple, s'il y a des commentaires qui ne sont pas tout à fait démontrés, ben, je dois dire, écoute, on n'a pas encore la preuve de tout ça, mais puis après ça, de relancer la discussion parce qu'il y a tout le temps des éléments de fond qui sont fascinants. La tonalité des gens change complètement. Souvent, là, tu vas passer de quelqu'un qui a une tonalité un petit peu agressive, tu prends la peine de lui répondre avec respect, relancer la discussion, et le commentaire qui suit immédiatement en est un où il te remercie, où justement, là, ça s'est assaini là, du tout au tout, pas après 8 commentaires, là, d'un commentaire directement à l'autre. Ouais, ouais, je constate la même chose. Puis je pense que c'est surtout du fait que quand quand quelqu'un envoie un commentaire qui est hostile, généralement, il est sous le coup de l'émotion, de un. Ouais. Et puis, tu sais, faut pas trop, faut regarder ce qu'il dit, faut écouter ce qu'il dit, mais ultimement, faut comprendre qu'on est plus en train de généralement parler à l'émotion plutôt que les mots. Ah, c'est intéressant. Et puis, je peux comprendre que quelqu'un, tu sais, on se sent rarement écouté dans nos vies. Alors, juste, moi, je peux imaginer quelqu'un qu'on fait juste lui répondre, écoute, j'imagine devant moi quelqu'un qui est fâché, qui vient de me lancer une bêtise. Probablement, il pense être complètement anonyme. Probablement, il pense que je vais pas voir son commentaire. Alors, le but de son commentaire, c'est de se défouler lui-même. Mhm. Et puis, ça vient probablement d'un sentiment d'impuissance. Alors, Wow. répondre à la question, je dirais, hey, je te vois, je t'entends, je te reconnais. Mm. L'impuissance disparaît, l'anonymité disparaît, et si le respect est là, ben, tout ce qui reste, c'est un contact humain d'une personne à l'autre. Alors, le respect va revenir l'énorme majorité du temps. C'est fascinant. J'adore. Tu as vraiment une bonne compréhension très structurée de la situation. C'est exactement ça. Écoute, c'est fascinant. Je vais en faire on va en faire un petit bout de TikTok de cette section-là. C'est très intéressant. Mais là, revenons sur notre scène québécoise. J'arrête Oui, pas de dévier. Mais là, c'est ça. Pas au point de dire, Farnel, qu'il y aurait un éclatement de la coalition. Tu sais, je veux dire, je t'ai ben, entendu l'autre fois à la radio, j'étais dans l'auto, puis tu disais, t'avais sensiblement ce propos-là. Tu crois, tu sais, je veux dire,
elle n'a que coalition pratiquement que le nom, non? Quand tu regardes la façon que c'est contrôlé. Je le sais, il y a des libéraux, il y a des anciens souverainistes, il y en a de moins en moins, on les voit pas bien, bien. Tu crois vraiment qu'il pourrait y avoir un éclatement? Moi, je te fais une analogie avec mon passé d'ingénieur civil. Il y a deux façons d'être solide pour un matériau. Il y a l'acier et puis il y a le béton. L'acier, quand elle est sous pression, elle peut plier, elle peut se déformer, mais elle tient. Même si l'acier a plié un peu, là, la structure va tenir encore quand même. Le béton, il ne plie pas. Le béton, il est capable de tenir pas mal plus de pression que l'acier, mais le béton, quand il pète, il pète. Le béton, quand il pète, il ne tient plus rien. Avec la Il CAQ, ça éclate. serait du béton, selon toi. Mon interprétation de la CAQ, c'est que c'est pas mal plus du béton que c'est de l'acier. Ça a l'apparence d'être extrêmement solide. On a l'impression que c'est du roc, Mais il n'y a pas de mais rupture. il n'y a pas beaucoup de jeu pour de la flexibilité. Et puis, quand ça va éclater, ça va être soudain, ça va être une rupture très rapide. Et il y a beaucoup de gens qui vont passer du jour au lendemain et vont dire voyons donc, j'aurais pas imaginé ça. Mais ma lecture de ça, c'est qu'on commence déjà à voir quelques cracks se former. La CAQ, c'est que moi, quand je dis que c'est une coalition, tous les partis sont des coalitions. C'est normal. Toute institution Ouais. politique est une coalition. Mais si on regarde les éléments constituants de la CAQ, c'est pas des clans qui ont la coopération naturelle très évidente. Puis je pense que ça tient au fait que c'est des gens qui ont un peu avalé, qui ont mis de l'eau dans leur vin en l'espoir que ça leur amenait au pouvoir, en l'espoir que ça allait les garantir de maintenir leur position. Dès qu'il y a un soupçon que c'est plus le cas, je crois que ces factions-là vont se Ouais. tourner les unes contre les autres. Ils vont garder ça à l'interne aussi longtemps qu'ils peuvent, mais on a déjà vu que les cracks se sont formés. Ça pourrait tomber vite. Là, on a le Parti québécois qui reprend du poil à qui va bien dans les sondages. Le Ouais, on Parti, parle d'un parti qui est de l'acier, là, le Parti québécois, c'est de l'acier. ça plie, mais ça casse Ça pas. plie, mais ça tient. Ouais. Euh, alors là, on a le Parti libéral du Québec. On a entendu des choses drôles dernièrement. J'ai pas vraiment envie de parler de ça parce que pour vrai, j'y prête pas une grande crédibilité. Moi, je parle de la voyons, de Denis Coderre, là, qui veut se présenter à la chefferie. Je pense qu'il a lancé un ballon pour checker ça, puis on va voir je sais pas s'il va aller où ce qu'il va aller avec ça. Je sais pas c'est quoi la lecture qu'il y a justement de son ballon, de l'analyse du parcours de son ballon actuellement. Cela dit, ça me donne un autre que j'adorerais recevoir aux engagés publics parce que au-delà du fait que je pense pas que sa candidature peut aller très loin, ça reste quand même un individu Il sympathique doit avoir avec qui de la discuter, là. sagesse politique puis de la connaissance fascinante, certainement, ouais. Oh oui, puis il est le fun d'entendre, là. Tu sais, il est coloré, puis ça peut provoquer des beaux. Ça peut faire des beaux moments. Quoi qu'il en soit, là, le Parti libéral va se trouver un chef, va reprendre quand même un gain de popularité. Fait que là, on va avoir un effritement de certains sympathisants électeurs qui vont passer de la CAQ, qui vont retourner à la maison. Est-ce que c'est un élément qui euh, est-ce que ça va jouer contre justement cette espèce de division-là du vote qui n'ont pas connu jusqu'à maintenant? Parce que ça a été leur stratégie, c'était de coaliser tous les gens qui avaient l'impression que le vieux système les menait nulle part. Mais là, en ayant pas un grand succès au point de vue des résultats de leurs différentes politiques. Je pense qu'il faut l'admettre. Ils vont perdre, là, et ça va s'effriter un peu. Donc, cette division-là du vote qui va se retourner qui va se répandre sur 4 partis. Est-ce que, ben là, on peut dire même 5, hein, parce que c'est vraiment le cas. Puis surtout dans leur cas, c'est important. Vous avez compris que j'oubliais le Parti conservateur en disant ça. Est-ce que on se retrouve dans une dynamique électorale complètement différente de tout ce qu'on a jamais vécu au Québec? Ben, moi, je ne fais pas de prédiction pour la prochaine élection parce que justement, il y a trop d'incertitudes autour du Parti Trop libéral tôt du encore? Québec. C'est beaucoup trop tôt et puis ça va, l'effritement ou le rappel à la Effectivement, le maison mot cherché. va beaucoup dépendre de ça va être qui le prochain chef et quelle identité le Parti libéral du Québec va se donner. Ouais, hein?
Puis ça, je veux dire, ça ne va pas se faire bientôt. Là. La course à la chefferie ne va pas être avant 2025. Si le Parti libéral se donne comme chef un anglophone de Westmount, ben là, ça ne va pas changer l'échiquier politique tant que ça. Le Parti libéral va rester essentiellement le bloc Montréal-Ouest. Mais si le Parti libéral se donne un chef mettons, qui vient pas de Montréal, qui est un chef qui est peut-être même issu d'une communauté rurale, quelqu'un qui est capable de reconnecter avec l'électorat centriste, l'électorat du gros bon sens, l'électorat qui présentement est largement courtisé par la CAQ. Ben là, ça va changer beaucoup. Ça va beaucoup changer la donne. Alors, ne sachant pas quelle identité le Parti libéral du Québec va avoir en 2025, je pense qu'essayer de faire des prédictions maintenant, c'est beaucoup trop prématuré. Est-ce on peut s'attendre à avoir une candidature de Farnell Morissette dans Jean Talon? Ben moi, je veux dire, moi, ma famille se trouve pas dans Jean Talon, alors OK. non. Ma famille se trouve dans le secteur de Montcalm. Quand je retourne à Québec, je suis dans le secteur Montcalm. Alors, je suis électeur dans Tachereau. Je suis très content d'être électeur dans Tachereau. Ce ne serait pas dans Jean Talon. OK, ben pourquoi pas dans Jean Talon d'abord? Tu as compris ce qui était important dans la question était plus sur le fait de savoir est-ce que tu vas te présenter. Ben, est-ce que tu serais mon directeur de campagne? Écoute, ça serait On jase, là. une méchante question parce que méchant dilemme parce que je pense que je t'apprécie tellement que je te dirais oui, mais ce serait impossible à cause de tes allégeances. Que ce soit au PLQ ou chez Québec solidaire, je pense que je ne serais pas capable de te suivre à cause de ça. Je suis vraiment trop loin et d'un et de l'autre. Ben, je trouve intéressant que tu présumes que ce serait un de ces deux partis-là. Pourquoi Ouais. un de ces deux-là? Parce que j'ai l'impression que quand je regarde l'ensemble de tes capsules, de tes approches, de tes réponses, de ta présence médiatique, je te trouve particulièrement sympathique à la cause de Québec solidaire. De par certains... est-ce que c'est idéologie à ce moment-là qu'on doit dire? Mais en tout cas, tu es sympathique à plusieurs éléments de valeur de Québec solidaire. Moi aussi, cela dit, si on s'arrêtait juste à ça, c'est bête. Là, après ça, ben là, il y a toute ton identité anglophone, anglaise, qui vient jouer. Là, je me fais des scénarios. Là, je me dis, bon, ben là, c'est sûr que... Puis aussi, je t'ai vu réagir à quelques succès du PQ, puis je pense que c'est les seuls moments où je t'ai senti. Tu es quelqu'un de toujours très, très en contrôle. Tu réussis à prendre de la hauteur sur à peu près tous les sujets Puis il y a un sujet où je t'ai senti là, que il y avait peut-être un petit moment de panique, c'est fort, là, mais où ce que je t'ai senti plus chancelant sur ta. Puis ça a été quand justement le PQ avait quelques succès. Fait que je t'imagine pas vraiment au PQ. Fait que voilà, c'est les raisons pour lesquelles je t'ai répondu franchement sur pourquoi je présume que ce serait l'un ou l'autre. Et aussi, tu as milité au sein du Parti libéral du Canada avec Joël Lightbound, que j'aurais probablement la même lecture pour Joël. Donc voilà, de longue réponse, mais c'est complet. OK. Ben, j'apprécie ton analyse. Me trompe-je? Ben, je veux dire, j'ai beaucoup d'affinités, je pense, avec. Je le dis sans problème, j'ai beaucoup d'affinités avec l'aile, disons, républicaine au sens classique, là, pas au sens américain, l'aile républicaine du Parti québécois. Je pense que ça aussi, c'est une lutte qui est très, très noble. Je suis certainement pas aussi loin à gauche sur le plan économique que Québec solidaire. Le Parti libéral du Québec, présentement, on ne sait même pas c'est quoi, alors je ne me prononce pas là-dessus non plus. Je pense que quelqu'un qui me suit va voir que je suis très, très critique de la CAQ, mais même là, je suis critique de la CAQ parce que la CAQ est au pouvoir, puis je suis quelqu'un qui est naturellement critique du pouvoir. Peu importe qui. Je pense qu'on se doit le faire. Ouais. La seule chose que je suis assez confortable à dire présentement, c'est que je ne pense pas que je me présenterai pour le Parti conservateur. Écoute, si tu te présentes pour le... On jase, là. J'ai aucune intention présentement de faire ça. Je pense que là, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, là, on n'est pas en train d'annoncer la candidature de Farnell sur la scène québécoise.
on s'amuse, on rigole. Mais écoute, si un jour tu penses militer pour le Parti québécois, tu sais où appeler. C'est sûr, sûr, sûr que je suis avec toi. Puis je vais militer et je vais me faire jouer mes réseaux pour te supporter à 100%. Ça, c'est certain. Ça serait un cadeau inespéré. Je pense que je suis pas le seul à le Mais penser. comme je dis tout le temps quand les gens me posent cette question-là, la politique active, là, c'est pas juste se présenter pour un parti puis essayer On est d'aller à d'accord. l'Assemblée nationale ou aller au Parlement. C'est Ce important. qu'on fait maintenant, là, toi puis moi, c'est de la politique. Mm. On vit dans une démocratie. Puis même si vous ne vivez pas dans une démocratie, le principe reste le même. Ultimement, le pouvoir politique, il revient beaucoup à l'opinion publique. Puis l'opinion publique se forme dans des discussions entre citoyens, comme on est en train d'avoir maintenant. Mm. Alors, si quelqu'un me demande, ferais-tu de la politique, je réponds, ben, j'en fais déjà, En puis fait, toi déjà aussi. beaucoup. Toi, ne serait-ce qu'avec ton TikTok, tu es déjà très présent. Ton impact est important. On a vu où est-ce que ça t'a amené. Hey, je voulais juste amener rajouter un truc, là, parce que je ris intérieurement parce que je pense à mes amis. Je pense à Benoît, entre autres, qui est aux engagés publics avec nous. Je pense à Clément, je pense à François. Puis là, je les imagine en train de se dire Farnell Morissette au PQ, puis je pense que ça serait un fantasme pour tous ces amis-là que je te parle depuis tantôt. Fait que, en tout cas, anyway, on verra bien, on sait pas qu'est-ce que la vie nous Je veux pas donner l'impression que je rentre dans une espèce de point de vue. Pour moi, les partis politiques, un parti politique, c'est un mal nécessaire. C'est pas la CAQ qui gouverne, c'est le gouvernement Legault. Ouais. Et puis, mon député dans Tachereau, présentement, c'est pas le député de Québec solidaire. Hey, je suis même pas capable de dire C'est son nom. Étienne Grandmont, un Oui, être humain. Et puis, je veux dire, si demain matin, je veux dire, j'ai été extrêmement critique de la CAQ, je vais continuer à l'être parce que, comme je disais, de nature, je suis quelqu'un qui est très critique du pouvoir. Mais si demain matin, le gouvernement du Québec me dit, Hey, Farnell, on a besoin de toi pour quelque chose, c'est sûr que je vais répondre. Ça ne change pas, je veux dire, Ça, là-dessus, on se rejoint. ça change pas qu'on a tous un devoir collectif en premier. Et puis, Ça, là, perdre vue, ça, je pense que c'est très dangereux. c'est fascinant ce que tu viens de dire là, à savoir, si on fait appel à toi, tu vas répondre. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, justement, de par le fait que la coalition Avenir Québec est une coalition, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a puisé dans ses réseaux pour combler des postes, justement, faire appel à des intellectuels, à des spécialistes, peu importe, à des gens de tout horizon. Et évidemment, ben, il y avait là-dedans des anciens péquistes, des anciens libéraux. Et on entendait dans les réseaux libéraux, dans les réseaux péquistes, des gens fâchés. Ah mon Dieu, c'est une trahison envers le parti. Ils ont accepté un poste une nomination de la CAQ. Ouais. Écoute, ça là-dessus, là, je me porte en faute de ça. Je suis tellement pas d'accord sur c'est pas. La meilleure vision, c'est celle que tu viens d'amener, à savoir, tu es appelé pour servir. Si on peut même pas le faire par dogmatisme ou pour des raisons justement dogmatiques, Ouais. on va où, Christy? Je veux dire, je vais pas me gêner d'apporter mes critiques envers la CAQ, directement à la CAQ non plus, là. Mm. Mais on est tous sur la même équipe. En premier, il faut se rappeler de ça. On est sur l'équipe. Je suis convaincu qu'il n'y a personne qui se réveille le matin en disant comment je peux fourrer les Québécois. Et peu importe leur parti, j'y crois pas. S'il y en a, ils sont tellement une minorité qu'ils sont faciles à identifier, puis on est facile à les mettre de côté. On les voit pas pire. Puis ça, je veux dire, je veux le répéter, là. Oui, je suis excessivement critique envers le gouvernement actuel. Ouais, t'es pas le Mais pire. c'est parce que c'est important d'être critique envers ceux qui ont le pouvoir. Et présentement, le gouvernement actuel, il y en a beaucoup. Bon, ben écoutez, vous l'avez entendu, chère personne, cher stratège de la CAQ, si vous avez besoin de Farnell pour un mandat pour servir, ben appelez-le, il est là, il est prêt pour servir le Québec. Là, je suis à maîtrise, là. J'arrête pas de te chercher des. Je suis pas en train de chercher une job. J'apprécie bien gros, là, mais je suis pas en train de me chercher une job maintenant. Là. Je suis bien heureux à faire ce que je fais. Je t'ai déclaré candidat. Après ça, je t'ai déclaré disponible pour venir gérer des dossiers. Pas de trouble. OK. Hey, on va terminer avec un petit pas sur la scène fédérale. Parce que c'est intéressant. Puis et là-dessus, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Puis depuis tantôt, je suis comme. Les gens voient que j'ai
J'aime les gens. J'aime les individus. C'est une des valeurs, entre autres, que dans toute mon implication en politique, ça a toujours été ce qui m'a guidé. Avec les engagés publics, ça a toujours ce qui nous a guidés. C'est les individus avant les partis. Puis c'est pour ça que depuis tantôt, j'ai pas de problème à dire que je trouve sympathique un gars comme. Hey, j'ai de la misère avec le nom du chef du Parti conservateur. C'est quoi, non? C'est Éric Éric Duhem. Duhem. J'ai pas de problème à dire que je trouve Éric Duhem sympathique. Pas de problème à dire que je trouve Denis Coderre sympathique. J'adorerais les rencontrer en entrevue. Je pense que j'aurais des franches rigolades puis des discussions intéressantes. Ben, c'est la même chose avec Pierre Poilievre. J'aimerais ça qu'il vienne manger une pomme ici. C'est ça que je l'inviterais à venir carrément manger une pomme. Puis si elle me virer dans mes shorts, qu'il me vire dans mes shorts, ça serait fascinant. On peut s'attendre à quoi sur la scène fédérale? Est-ce qu'il va y avoir un. Est-ce que ça va se confirmer un vent pro-conservateur? Première des choses, encore une fois, si on regarde le passé, s'il y a une chose que le Parti libéral du Canada sait faire, puis même là, je vais préciser ma pensée. S'il y a une chose que Justin Trudeau et sa garde rapprochée savent faire, c'est remonter dans les sondages dans les mois avant une élection. Ça va-tu être Ils l'ont éternel? fait avant ils l'ont fait juste avant, ils l'ont fait pendant l'élection 2015. Ils ont commencé l'élection 2015 en 3e place. Ils l'ont fait juste avant l'élection 2019, puis ils l'ont encore fait juste avant l'élection 2021. Alors, la prochaine élection fédérale, qui sera probablement en 2025, il leur reste en masse de temps pour remettre Peaufiner les la roues en stratégie. marche, pour remonter dans les sondages. Ils savent le faire. Ils ont mangé des coups durs et puis ils font face à un chef conservateur qui a certainement une stratégie de communication qui, franchement, ressemble beaucoup plus à la stratégie de communication des libéraux. Ça va peut-être leur faire des difficultés, mais commencer à prédire comment la prochaine élection va aller maintenant, quand on connaît l'historique de la capacité du Parti libéral du Canada de remonter dans les sondages, c'est tough. Le vote stratégique, quand même, favorise le Parti libéral dans un contexte où justement la démonisation du Parti conservateur semble fonctionner quand même. Là. Puis aussi, quand tu regardes. Je ne pense pas que ça va être le cas aux prochaines élections, Non. par exemple. Je pense que ça, Les le vote néo-démocrates. stratégique, ça fonctionne 2 ou 3 fois, mais éventuellement, les Québécois sont tannés. Ben là, je parle des Canadiens. Quand Là. ça arrive, ça aide le Bloc. Moi, je parle surtout. Oui, pour ce qui est du Québec, je suis assez d'accord. Malgré qu'il y a un beau fonds conservateur ici qui peut aider, on le voit, là. C'est pas pour rien qu'il il est à Québec à toutes les 3 semaines. Mais moi, je parlais surtout sur la scène, sur le rock, dans le pays du Canada. Il y a ça se pourrait qu'il y ait comment dire, une barrière qui s'ouvre au parti chez les sympathisants néo-démocrates, puis que par crainte d'un gouvernement conservateur vote massivement pour le Parti libéral. Puis tu sais, quand tu regardes la façon qu'ils se sont comportés, ben, ils ont été très sympathiques au Parti libéral. On dirait que c'est déjà affranchi de dire, ben oui, c'est la même chose, allez-y. Je parle des néo-démocrates. Oui, je comprends. Ben, les néo-démocrates, présentement, moi j'ai l'impression, sont en train de faire une campagne pour gagner Toronto. Ouais. C'est quand même pas rien, là. Des sièges à Toronto, il y en a beaucoup. Sacré, ouais. Et puis, si ça fait en ça se joue. Ouais, moi si j'étais le stratège en chef de Jag Meeting, chose que je précise, je ne suis pas, et je suis certain que Jag Ben moi, je vais bien te nommer. entendu, je ne cherche pas cette job-là, mais à être le stratège principal de Jag Meeting, moi je dirais, ben, le résultat idéal, ce serait un court gouvernement conservateur Poilievre, minoritaire, avec le NPD qui fait des gains, pour après ça, aux prochaines élections, 18 mois plus tard, consolider ces gains-là. Mais s'ils veulent faire des gains, il va falloir qu'ils commencent à se distinguer du Parti libéral. On a l'impression que pour l'instant, c'est des appuis. C'est comme je te dis, moi, le feeling que ça me donne, au point de vue des perceptions, c'est qu'ils ont affranchi qu'un vote pour le Parti libéral, puis ça me fait toujours rire, cette affaire-là, est l'équivalent et aussi acceptable pour un sympathisant néo-démocrate qu'un vote directement pour les néo-démocrates. Donc, j'ai l'impression que là, il va falloir que dans les prochains mois, les prochaines années, ils trouvent à se distinguer, puis justement à attaquer peut-être, ça va être via des attaques, je ne sais pas, mais il va falloir qu'ils se distinguent du Parti libéral un peu plus. Ben, faut garder en tête aussi, présentement,
euh, le Parti néo-démocrate, a une switch off au gouvernement. Alors, peut-être qu'ils s'attendent à se dire, ben, c'est nous qui vont décider c'est quand la prochaine élection, puis ça va arriver quand nous, on est prêts, puis ça va arriver quand notre stratégie est prête, puis ça va arriver quand notre message est peaufiné. Puis eux aussi, là, ils ont en masse de temps pour se préparer. Alors, ça se pourrait que la prochaine élection ne se fasse pas quand Justin Trudeau la veut, mais quand Jack Meeting la veut. Tu as parlé tantôt, tu as évoqué la stratégie de communication du Parti conservateur de Pierre Poilievre, plus précisément. Moi, il me fait beaucoup rire. Tu sais, il y a tout le temps des espèces de. Il va chercher des formules que j'ai peine à croire que les gens peuvent croire réellement. Mais sincèrement, je trouve ça très drôle, là, tu sais, quand il fait ses Ben, étant attaques. un adepte avoué du franglais moi-même, des fois, je peux pas critiquer quelqu'un d'autre pour ça. Là. Mais c'est pas juste au point de vue du langage. Ça, c'est drôle aussi, là, quand il martèle sur le gros bon sens, mais qu'il l'utilise une fois sur deux de la mauvaise façon, ça, c'est très drôle. Non, moi, quand, par exemple, il va parler de taxes libérales, bloquistes, tu sais, puis que là, il essaie de faire des formules qu'il espère qu'ils vont coller, là, tu sais, comme toutes les espèces de formules sur là où on entendait ça, je pense, c'est pour la Floride, là où le wokisme vient mourir. Mais tu sais, toutes ces affaires-là, je suis comme, ça peut pas être. Moi, personnellement, y a-tu vraiment des gens qui accrochent à ça pour vrai? Tu sais, puis, Oui, est-ce que ça. absolument. Ah oui. Ah, Moi, absolument. j'ai du fun au bout. Mais peut-être que ça a des conséquences. Je salue nos frères dans la Confédération en Alberta. Eux autres, ils adorent ça. Là. OK. Moi, j'aime ça, mais je trouve ça drôle. C'est parce que ça me fait rire. Là. J'ai du fun à entendre ces espèces de formules-là qui sont. Tu sais, c'est comme. Comment il s'appelle celui qui finit. Le député de la Rive-Sud qui finit toutes ses formules en hurlant. C'est un scandale! Ouais. C'est un scandale libéral! Tu sais, c'est très drôle. Tout le monde rit dans la chambre. C'est partout, là. De toute allégeance, ça rit de bon cœur. Est-ce que c'est efficace? Il se fait connaître. Écoute, on en parle. La notoriété. Il y a combien d'autres députés backbenchers du Parti conservateur dont on parle présentement? Écoute, je pense que tu viens de tout dire. Écoute, Farnell, merci beaucoup. C'était notre. Voulais-tu un point que tu aurais aimé? Quand même. On a quand même couvert. On en a couvert large. On en a couvert large. Je me suis permis toutes sortes de digressions sur la logique, la pertinence du fil conducteur. Donc voilà, c'était notre épisode, chers auditeurs, pour aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup, Farnell Morissette. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Puis salutations à tous les auditeurs aussi. Puis, des épisodes comme celui-là, vous le savez, on en a beaucoup. Vous pouvez aller les écouter. Hey, j'ai vu sur un live, excuse-moi, Farnell, je reviens un peu. J'ai vu sur un live que tu as parlé t'as invité tes auditeurs pendant un live à venir à s'abonner aux engagés publics. Je te remercie. Oui. J'ai oublié de te remercier. Ben, Écoute, si tu veux passer ce clip-là en particulier, je vais regarder directement dans la caméra. Je vous encourage à vous abonner aux engagés publics. Moi, j'écoute les podcasts, je les trouve tripants. Alors, souvent, on me demande comment rester informé, comment savoir ce qui se passe. Ben, moi, je pense que les engagés publics, c'est une bonne plateforme pour ça. Wow. Écoute, je viens de me faire tout un cadeau là. Merci beaucoup. J'ai mis la caméra, j'étais sur la bonne, j'ai tout ça dans la boîte. C'est sûr que je vais l'utiliser si tu le permets. Merci, c'est gentil. Absolument. Donc voilà, c'était notre épisode. J'étais avec Farnell. Merci Farnell. Denis Martel qui est au micro. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Sur YouTube où on a enfin un beau déblocage. Ça progresse bien. Venez nous suivre sur notre canal. Sinon, abonnez-vous sur Apple Podcast. Abonnez-vous sur Spotify. Je pense que c'est les meilleures plateformes pour nous écouter, c'est vraiment celle-ci. Sinon, allez sur Cube. C'est important, allez aussi sur Cube, des plateformes, encourager des plateformes locales. Vous le savez, les engagés publics sont diffusés à Cube, donc sont distribués à Cube. C'est le terme qu'on m'a demandé d'utiliser. Donc, voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.